Merci à toutes et tous d'être à La Réunion. Je me représente, donc je m'appelle Marlène Martin, je travaille aux éditions L'Instant Présent avec Claudia et Victorine depuis quelques années maintenant. Et donc, aux éditions L'Instant Présent, en 2009, on avait publié un premier ouvrage qui s'appelle toujours d'ailleurs « Apprendre à lire en famille » et qui donc était consacré à l'apprentissage de la lecture en famille en lien avec l'expérience qu'on avait toutes à l'époque de l'école à la maison, l'instruction en famille. Et on avait bien repéré à quel point c'était un sujet important et crucial dans le cadre de l'école à la maison. Et ça nous paraissait intéressant de tirer profit de nos expériences en lien avec ma formation intérieure en orthophonie et puis mon intérêt pour les sciences de l'éducation et notamment l'utilisation des travaux de recherche en sciences cognitives pour l'apprentissage de la lecture. Donc l'idée de cette conférence en ligne, c'est d'être vraiment dans une démarche aussi interactive que possible. Du coup, je vais faire une petite présentation rapide avec voilà, avec quelques éléments de cadrage et puis après, l'idée, ce serait de pouvoir avoir des échanges par rapport à vos questions, aux situations précises de vos enfants. Donc voilà, cette idée d'apprendre à lire en famille, nouveau regard sur l'apprentissage de la lecture inspiré par la recherche en sciences cognitives. Quelques-uns des points et des questionnements par rapport à l'apprentissage de la lecture à la maison. Tout d'abord, le fait de se sentir complètement rassuré par rapport à ça, c'est quelque chose de tout à fait accessible à partir du moment où on sait soi-même lire et où on a un intérêt pour l'apprentissage des enfants, complètement dans le même cadre qu'on les accompagne, en particulier à l'école à la maison, pour découvrir tout un tas d'autres connaissances. La lecture fait vraiment partie de notre environnement à tous, beaucoup plus que des éléments auxquels on familiarise les enfants. Je prends souvent l'exemple des animaux de la jungle qu'on voit dans les imagiers. Tout le monde trouve tout à fait normal d'y sensibiliser les enfants et finalement la lecture est beaucoup plus présente dans notre environnement. Donc, j'ai listé là quelques-unes des questions en cas voilà, un enfant qui veut apprendre très jeune ou au contraire qui ne veut pas apprendre, parfois des enfants pour qui ce n'est pas extrêmement simple, des questions plus techniques, est-ce qu'il faut d'abord apprendre les lettres, le son des lettres, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des confusions, voilà, plein de questions. Juste une petite slide pour vous faire percevoir, si vous n'en étiez pas déjà convaincu, de toutes les situations dans lesquelles en fait on se retrouve à lire presque de manière insensible dans la journée. Voilà, depuis le matin où on se lève, où on prend son petit déjeuner, on lit éventuellement la presse, on va faire quelques courses, on prend les transports. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intégré dans nos vies pour nous en tant qu'adultes, au point qu'on y fait parfois plus attention. Une petite question qui est parfois intrigante aussi est la question de savoir quand est-ce qu'on commence à apprendre à lire en réalité. Et évidemment, pour nous en famille, apprendre à lire n'est pas du ressort de l'école, même si certains d'entre vous ont peut-être des enfants aînés qui sont allés à l'école ou qui iront après. L'idée, compte tenu de l'enjeu, c'est que vraiment tout le monde puisse contribuer, même quand l'enfant va à l'école, à l'apprentissage de la lecture à la maison. Alors, un très très petit tableau, je vous ai mis le cerveau, mais c'est uniquement pour faire joli, juste pour que, en tant que parent qui vous engagez dans cet accompagnement de l'apprentissage de la lecture, vous ayez une petite idée du fonctionnement et du point d'arrivée de la démarche. Donc, les sciences cognitives, notamment la psychologie cognitive, ont fait beaucoup de découvertes et ont confirmé un certain nombre d'intuitions pédagogiques anciennes, avec cette idée maintenant, cette conception de la lecture en deux axes très simplifiés. D'une part, la maîtrise du décodage, donc à partir de la connaissance des lettres, de la constitution des syllabes, des graphèmes complexes, donc là je vous l'ai mis les ou en œil, très fréquents en français, d'un certain nombre de marqueurs orthographiques et grammaticaux comme le X et le NT qu'il faut connaître pour en fait fluidifier la lecture. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise du décodage, c'est la base sans laquelle, bien que d'autres méthodes aient souhaité passer d'abord par les mots entiers, par la reconnaissance de mots, on pourra en parler si vous le souhaitez, c'est l'approche qui est en tous les cas validée par des sciences cognitives de commencer par la maîtrise du décodage. Et donc, pour savoir lire, ça a été aussi dit souvent, donc lire, c'est comprendre, et ça implique que la maîtrise du décodage aboutisse à un accès au sens.
Et l'accès au sens, il repose sur plusieurs piliers. D'une part, le langage oral, il faut savoir bien parler. Il faut connaître beaucoup de mots pour que les efforts de déchiffrage aboutissent à un sens. Quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, quand on lit des mots dont on ne connaît pas le sens, peut-être qu'on les déchiffre correctement parce qu'on a la maîtrise. Et encore, parfois, quand c'est des mots un peu compliqués, on ne sait pas bien si le CH doit se prononcer Q, voilà. Avoir une compréhension fluide du langage et avoir aussi beaucoup de connaissances générales pour justement, lorsqu'on lit des mots, pouvoir activer éventuellement des univers, des scénarios, faire des liens entre les choses. Voilà, donc la maîtrise du décodage et l'accès au sens permettent de savoir lire. Donc voilà la base, et c'est ce vers quoi on va accompagner les enfants. Un petit élément aussi quand même en mettant en avant avec le schéma du cerveau, le fait d'apprendre à lire transforme la physiologie du cerveau. Ça, c'est des éléments qu'on a à partir de l'étude du cerveau en imagerie médicale, quand on fait des IRM qui sont a priori complètement anodines et non nocives chez les enfants. Il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. On peut voir en fait les transformations entre l'enfant qui ne sait pas lire et une fois qu'il a appris à lire. Il y a vraiment des remaniements. Pourquoi c'est important d'avoir cette notion? Parce qu'en fait, elle implique que la transformation du cerveau prend du temps et que c'est normal de prendre du temps pour apprendre à lire. On a parfois l'impression d'un déclic et effectivement, il y a certaines étapes de l'apprentissage quand on commence à savoir que, ah oui, très trivialement, BA, ça fait bas. C'est des étapes qui donnent l'impression de faire un grand saut, mais ces étapes, elles n'arrivent que parce qu'il y a eu un long travail souterrain invisible de remaniement, de compréhension de différents éléments. Donc voilà, un petit exemple sur ce que peut être la lecture qui va servir à nous expliquer pourquoi il est important de faire lire les enfants à partir de vrais mots. Et même si on a une approche qui passe par les syllabes et les sons, de ne pas leur faire lire de syllabes isolées, en tous les cas dans l'approche que moi je propose. Vous voyez bien ce qui se passe. Donc le phénomène de lecture pour lire papa, donc on voit, on reconnaît les lettres, on sait quels sont leurs sons, on arrive à les associer en syllabes. On se dit parfois le mot un peu vite parce que papa, ça parle pas. Par contre, papa, ça parle bien quand on dit le mot d'un seul coup. Et puis, comprendre que ça évoque effectivement quelque chose qui correspond à une connaissance de l'enfant, en l'occurrence une personne de son entourage. Je vous ai fait un petit schéma à côté pour vous indiquer que voilà, si un enfant lit le mot rire, donc il entend le mot rire, il comprend comment ça fonctionne et il l'associe au fait d'être content. Par contre, si on propose aux enfants, et ça c'est fait malheureusement dans beaucoup de méthodes, un mot pour leur faire travailler théoriquement un peu de manière mécaniste le décodage avec riru. Riru, ça ne veut rien dire en français en tous les cas. Et donc en fait, ça coupe pour l'enfant le lien entre j'ai fait un effort pour comprendre mes lettres, les relier, faire des syllabes, et en fait, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un facteur assez puissant, à mon avis, de démotivation, et surtout qui ne permet pas à l'enfant de s'auto-corriger. Si on propose à l'enfant de lire des choses qui ont du sens, ce qui est quand même l'intérêt majeur de la lecture, c'est aussi pour que, si jamais il voit que ça ne lui dit rien, la probabilité, c'est peut-être qu'il faut qu'il recommence son déchiffrage. Donc, c'est en ce sens que ça paraît vraiment important de faire lire les enfants à partir de vrais mots qui sont intéressants, sachant aussi que l'entraînement a une part importante dans le processus, et plus on a déchiffré des mots long et compliqué, plus on arrivera à les redéchiffrer, pas à les reconnaître, hein, ce n'est pas un processus de reconnaissance visuelle de mots entiers, plus on arrivera à les redéchiffrer rapidement parce que le travail aura déjà été fait. Il faut bien comprendre que la lecture ne passe jamais par un processus de reconnaissance de la forme entière des mots, mais par un redéchiffrage ultra rapide et automatisé, parce qu'on l'a fait un certain nombre de fois et que les mécanismes sont très fluides. Un exemple, voilà, s'il y a un enfant, vous lisez avec votre enfant une histoire d'anniversaire, au bout de la 3e ou 4e fois qu'il aura déchiffré, il reviendra. Mais c'est normal que encore la 2e, la 3e fois, anniversaire, il va essayer de composer le mot et il ne va pas le redéchiffrer ultra rapidement, très vite. L'idée, c'est vraiment d'avancer en 5 étapes que j'ai un peu formalisées. Alors là aussi, on le sait bien, en tant que parent pratiquant l'instruction en famille, les étapes sont formelles et évidemment, elles se chevauchent à certains moments. Il y a des moments d'accélération, il y a des moments de pause où on n'y pense plus tellement. Pour la lecture, dans la mesure où c'est quand même un processus qui prend un certain temps, c'est vrai que c'est pas mal, et c'est le titre du livre qui avait été suggéré par Claudia dans la version un peu
synthétique, c'est quand même intéressant d'y passer du temps régulièrement. Ça ne veut pas dire 1 heure ou 2 heures par jour, ça peut vouloir dire quelques minutes plusieurs fois par jour, mais c'est important justement pour réactiver les connaissances et pour avoir une espèce de travail de fond. Mais bon, ça c'est un principe un peu bien connu. Il vaut mieux en faire un petit peu souvent que une seule fois. Une analogie qui fonctionne bien, c'est la question de l'apprentissage de la conduite automobile. Effectivement, il vaut mieux prendre 1 heure 5 jours de suite qu'une journée 5 heures. Pour tous ces processus en fait, qui nécessitent un certain ajustement, une adaptation du cerveau, voilà, la régularité de la pratique est extrêmement importante. Donc, dans le programme d'apprentissage de la lecture, comme on l'a dit, apprendre à lire, c'est accéder à un sens et c'est accéder au sens par une forme du langage différente de celle qui est la première forme, qui est le langage oral. Et c'est pourquoi il est vraiment important que l'enfant puisse avoir une bonne maîtrise du langage oral qui s'apprend dès la naissance. Néanmoins, il arrive que des enfants aient des difficultés d'apprentissage du langage oral et des petits ajustements de la prononciation qui demeurent à faire. Ça n'empêche pas du tout, bien au contraire, d'entamer avec lui l'apprentissage des lettres et des sons et ensuite de la combinatoire. Au contraire, ça facilite en fait l'identification des sons et ça aide les enfants à bien parler. Donc, il n'y a aucune contre-indication à accompagner l'enfant dans la lecture. C'est simplement que le fait d'avoir une bonne maîtrise du langage oral facilitera l'apprentissage de la lecture. L'autre question, donc c'est la deuxième étape, c'est apprendre à reconnaître et à nommer les lettres. Donc là, je vous ai mis un petit abécédaire, pardon. On peut en avoir sous plein de formes différentes à la maison. Ça peut être des lettres encastrées, ça peut être des abécédaires, des livres. Il y a plein de formats. Ça relève vraiment pour moi de la même familiarisation que celle qu'on peut proposer pour les objets de la maison, les plantes, les fleurs, les animaux dehors, tout un tas de… Voilà, c'est un élément de notre environnement dont on doit connaître le nom. Lorsque les enfants connaissent le nom des lettres, l'idée c'est de leur montrer comment on s'en sert pour écrire des mots à partir de vrais mots. Et on commence évidemment par des mots faciles et qui sont simples à déchiffrer, donc des mots syllabiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cela en français, mais ça paraît logique de commencer par ce qui est le plus simple et on passe aux irrégularités un peu après. La quatrième étape, qui est assez longue en français, contrairement à des langues plus régulières, c'est celle des graphèmes complexes, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à repérer comme une entité entière un certain nombre de groupes de lettres. Donc ça prend un certain temps, mais on finit par y arriver. Et enfin, une fois que le déchiffrage des mots isolés est relativement automatisé et rapide, on s'attaque d'une certaine manière à la lecture de phrases puis de textes. J'insiste sur la progressivité du phénomène parce que pour arriver à lire des phrases, il y a un certain nombre de mécanismes cognitifs qui sont la mise en mémoire de la succession des différents mots et la construction progressive du sens. Et pour arriver à une lecture de phrases rapide et qui aboutit à la compréhension, il est important que ce processus soit assez rapide, relativement du même niveau que la vitesse du langage oral, pour justement susciter les mécanismes de compréhension. On sait bien que lorsqu'on lit trop lentement les mots, et d'ailleurs c'est ce qui arrive aux enfants qui débutent, en fait on est tellement concentré sur le mot qu'on n'arrive pas à mettre en mémoire les mots successifs et à construire parallèlement le sens. Donc la solution, c'est évidemment de ne pas mettre l'enfant en difficulté et de commencer par des toutes petites phrases avec 2 mots qui permettent de prendre son temps et d'automatiser et d'aller plus vite par la suite. Donc voilà pour la présentation synthétique. Donc j'ai vu sur le côté qu'il y avait des enfants qui étaient à la fois tout petits en phase de découverte 4-5 ans et puis certains qui étaient plus sur le perfectionnement. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin de conseils spécifiques ou de suggestions spécifiques pour certaines choses? Moi, je peux poser une question, s'il vous Oui, plaît? bien sûr, merci. Alors, je suis Marion. Moi, j'ai une petite question. Comme justement ça m'intéresse, vous avez une formation d'orthophonie. Moi, j'ai un enfant qui a 5 ans et qui est gaucher. Et donc, on s'est aperçu qu'il écrit son prénom de gauche à droite. Donc, on essaie de revoir ça. Mais est-ce que ça peut poser problème pour l'apprentissage de…
Alors, enfin bon, rien ne Je pose sais pas, je pose problème une insurmontable. question. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Oui, est-ce que ça peut Très jouer un peu? de très nombreux gauchers ont réussi à apprendre à lire. Et je crois que, alors, anecdote non prédictive, ils ont plus de difficultés pour utiliser des objets du quotidien qui sont plus conçus pour les droitiers. Et pour écrire, il faut qu'ils tordent un peu le poignet. Mais non, ben, en fait, c'est l'apprentissage de la lecture, c'est apprendre aussi un certain nombre de conventions. Et c'est des conventions qui sont complètement arbitraires dans la mesure où dans d'autres langues, on sait bien, on écrit non pas comme nous, de gauche à droite, mais de droite à gauche. Donc, c'est simplement voilà, essayer d'insister auprès de l'enfant en lui montrant le sens de la lecture dans notre langue, en lui disant d'ailleurs que s'il avait à écrire en arabe ou en hébreu, il aurait raison, c'est dans ce sens-là. Quand vous lui faites la lecture, vous mettez bien le doigt sous les mots que vous lisez pour qu'il intègre progressivement le sens. Un des aspects en fait de l'apprentissage de la lecture et de l'intégration de ces conventions arbitraires a été expliqué de manière intéressante par Stanislas Dehaene, donc, qui est un neuroscientifique qui a beaucoup travaillé sur la question de la lecture et qui explique qu'en fait, notre cerveau a une tendance naturelle à symétriser, c'est-à-dire que on voit la moitié d'un objet, en fait, notre cerveau infère l'autre moitié. Voilà, il suffit de voir la moitié d'une table ou d'un stylo pour comprendre qu'en fait, la deuxième partie de l'objet est là. Et il donne cette anecdote assez amusante en disant que probablement tout ça remonte à l'époque où nous vivions dans des conditions très naturelles et le fait d'apercevoir une moitié d'animal sauvage, féroce, éventuellement menaçant, ça pouvait être intéressant de comprendre qu'en fait il était là en entier et qu'on avait intérêt à partir. D'où cette tendance, en tous les cas c'est une explication, de notre cerveau à symétriser. Et lorsqu'on apprend la lecture, il faut justement arrêter et, comme il dit, casser le miroir de cette symétrisation, sans quoi on va avoir des difficultés justement, et ça arrive et c'est normal au début de l'apprentissage de la lecture, de confusion de lettres, notamment les lettres en script, le P, le Q, le D, le B. Voilà, donc c'est simplement quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, mais pas de difficulté particulière pour les enfants gauchers, une fois qu'on leur a expliqué que c'était dans un sens, et puis qu'on écrivait également dans le même sens. Merci. J'allais venir à la question des enfants de 4-5 ans, donc ça dépend de l'étape de l'apprentissage à laquelle ils se trouvent. Voilà, à 4 ans, il est possible de connaître les lettres, et en tous les cas, si ce n'est pas encore complètement acquis, au moins quelques-unes. Ça peut être intéressant de commencer par cette approche. Ce qui marche bien souvent, c'est d'avoir des lettres aimantées sur le frigo, parce que ça permet d'en être un peu imprégné incidemment. Et puis de commencer à identifier leurs noms et leurs sons. Alors, une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux apprendre aux enfants, par exemple pour la lettre P, est-ce qu'elle fait le son P ou est-ce qu'on doit l'appeler par son nom formel, la lettre P? Alors, c'est une question qui revient notamment du fait que dans la méthode Montessori, on utilise uniquement le son des lettres. Alors, la méthode Montessori, il faut toujours bien garder en tête qu'elle a été inventée évidemment pour enseigner l'italien, qui est une langue beaucoup plus régulière que le français et qui, voilà, du coup, ça s'apprend plus facilement une fois que les enfants en italien ont compris la combinatoire, le b-a-ba. C'est beaucoup plus facile de lire puisqu'il n'y a pas tous ces graphèmes complexes en italien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, j'ai plutôt tendance à suggérer néanmoins d'utiliser le nom des lettres parce que c'est un nom conventionnel, que c'est pratique pour épeler les mots après quand l'enfant veut les écrire. Et alors, d'une part, le nom des lettres ressemble quand même à leur son, donc c'est néanmoins une approche du son. Pour les voyelles, c'est la même chose. Et c'est aussi intéressant justement quand on veut jouer à épeler des mots ou quand on a besoin de les dire. Et le son des lettres est plus instable, si je peux dire, que le nom des lettres. La lettre P, elle s'appelle P. Par contre, elle fait le son P. Alors, est-ce qu'elle fait le son PE? Est-ce qu'elle fait le son P? Voilà. C'est un peu plus instable et ça paraît intéressant de donner le nom. L'idée, c'est qu'en fait, en ayant une connaissance d'un certain nombre de syllabes, si l'enfant apprend, on peut jouer à ça à l'oral assez facilement, que P et A, ça fait pas, que P et I, ça fait pi, que P et O, ça fait po. L'idée, c'est qu'en fait, il commence à sentir la valeur sonore du P, une espèce de P, sachant que c'est quelque chose qui n'existe en fait que de manière théorique
puisque les sons sont associés les uns aux autres et que les phonéticiens disent bien que selon le son suivant et précédant un son, sa valeur phonétique est différente. Tout ça pour dire que commencer par apprendre le nom des lettres va bien et permet aux enfants de constituer des mots et de dicter des syllabes et que du coup, ça les intéresse. Alors, j'ai une question sur un enfant bilingue. Donc, alors, bilingue, ça dépend en quelle langue. Donc, à l'école, à la Lab School, où j'en ai pas parlé, donc moi, je suis aussi la directrice pédagogique de la Lab School Paris, qui est une école qui reçoit des enfants du CP à la 5e et où, effectivement, on a 2 enseignantes dans la classe, une qui parle en français et une qui parle en anglais. Donc, nos élèves de CP apprennent à lire en français et en anglais. Et en fait, même les enfants qui sont anglophones tout en parlant français évidemment, mais plus anglophones que francophones, apprennent le déchiffrage à partir du français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de choisir la langue la plus régulière, celle dans laquelle les correspondances entre les lettres et les sons sont les plus fixes et stables. Donc, un enfant qui apprendrait à lire en français et en italien, l'idée, c'est d'abord de commencer par l'italien, puisque c'est plus régulier. Et en fait, les connaissances dans la combinatoire et l'association des lettres et des sons se transfèrent à la langue suivante. Donc, nous, avec nos élèves en français et en anglais, ils apprennent d'abord en français et ensuite, ils reprennent en anglais où les sons sont plus aléatoires en fonction des combinaisons de lettres. Donc, voilà, donc c'est une question de quelles sont les 2 langues que maîtrise l'enfant. On m'a déjà posé la question, je ne sais pas répondre en ce qui concerne les langues autres, justement, de l'arabe ou du chinois, ou ce genre de langues très différentes avec des alphabets très différents, que je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure elles sont régulières. Néanmoins, je profite de parler du chinois pour dire qu'il a été montré que même en chinois, les mécanismes étaient les mêmes que pour les langues alphabétiques et qu'en fait, les enfants apprenaient un plus grand nombre de caractères, mais ils travaillaient quand même la combinatoire et que ce n'était pas du tout de la reconnaissance visuelle globale des caractères chinois des idéogrammes. Difficulté pour des enfants plus âgés d'appréhender le sens. Est-ce que ça peut être dû à un manque de pratique. C'est sûr que la lecture, je l'ai essayé de le dire en présentation parce que c'est vrai que c'est important. Nous, en tant qu'adultes, quand on a automatisé le processus, on ne se rend pas compte et on a parfois du mal à se remettre à la place des enfants pour comprendre à quel point c'est effectivement un processus progressif qui demande des efforts, qui prend du temps, qui est un peu frustrant au début, surtout pour des enfants qui voudraient arriver très vite à lire et à avoir le plaisir de la lecture. Donc, effectivement, il y a une question d'entraînement qui doit être progressif. Et aussi, pour favoriser la confiance en lui de l'enfant, l'idée, c'est justement de lui proposer au départ des mots simples, réguliers, des mots qui reprennent en fait, notamment si c'est pour des graphèmes complexes, les mêmes graphèmes complexes, pour voilà, justement lui faciliter la tâche et pas lui donner un livre tout de suite avec toutes les difficultés à traiter en même temps. Et ça, donc, il y a une progressivité. On en parlait tout à l'heure sur les mots réguliers, les mots avec des graphèmes complexes un à la fois, des phrases très courtes au début. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément lire dans des livres. On écrit des phrases spéciales pour l'enfant. Et si on veut lire avec lui pour qu'il puisse aussi transférer ses connaissances, on lui propose par exemple de lire un mot dont on sait qu'il connaît les sons et les graphèmes qu'il compose dans un livre. Comme ça, il a la possibilité de participer. Souvent, ça peut être le cas pour lire le titre d'un livre, par exemple, ou des choses comme ça, pour qu'il puisse exercer ses compétences, mais dans un cadre limité et qui ne soit pas trop frustrant par rapport à son niveau de compétence. Mais c'est sûr que voilà, la pratique, et même encore pour les enfants plus grands, à partir de 7, 8, 9 ans, et même encore des enfants d'âge du collège, le manque d'automatisation qui peut être un peu masqué, où on a l'impression que les enfants savent et en fait ils ne maîtrisent pas vraiment, c'est la cause principale du déficit de goût pour la lecture. En fait, c'est un peu, voilà, tant que ça demande des efforts cognitivement, ça ajoute ce qu'on appelle de la charge cognitive sur la mémoire de travail, et ça empêche en fait d'utiliser la lecture comme un outil. Ça reste en fait un travail, alors que l'idée, plus on avance dans son instruction, plus l'idée est que la lecture soit un outil pour apprendre, un instrument, et non pas l'objet du travail lui-même. Donc, la question suivante. Pour les enfants qui sont déjà lancés dans l'apprentissage de la lecture à l'école, pensez-vous qu'il est préférable d'adapter notre approche selon la démarche choisie par l'enseignant ? Je pense que les étapes
elles sont à avoir en tête parce que c'est les différents éléments qu'il faut articuler. Ça dépend de la démarche choisie par l'enseignant. Donc dans l'école dans laquelle je travaille, on n'a pas pris de manuel ou de méthode particulière parce qu'il ne nous a pas semblé qu'elles étaient suffisamment adaptées et efficaces par rapport à ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau quand il apprend à lire. Donc, on n'en a pas choisi. Donc, on ne peut pas… compliqué de dire est-ce que la méthode est adaptée ou pas adaptée. Je pense que, bon, quand l'enfant est à l'école, l'idée est quand même d'essayer de travailler en partenariat avec l'enseignant. Donc, soit vous arrivez à faire des choses avec la méthode de lecture et s'il y a des devoirs, vous les faites en ce sens. Et de toute façon, en parallèle, il est tout à fait possible avec l'enfant de lire, de lui réexpliquer les sons, de l'entraîner à déchiffrer sur des choses qui l'intéressent ou à écrire des mots ou à l'accompagner dans l'écriture de mots. Ça peut être… voilà, c'est complémentaire. Il y a pas, enfin, à nouveau, il n'y a pas de choses qu'on puisse mal faire et qui risqueraient d'avoir des conséquences particulièrement délétères sur les enfants. À partir du moment où on insiste sur l'apprentissage vraiment systématique des correspondances entre les lettres et les groupes de lettres et les sons. Alors, donc c'est pour un petit enfant de 5 ans qui regarde beaucoup les livres, qui connaît un peu les lettres alpha. Alors, à 5 ans, on peut tout à fait ne pas être intéressé par l'apprentissage formel de la lecture. Ça peut être tout à fait progressif. Donc, les lettres alpha, c'est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des petits personnages dont qui ont la forme des lettres et qui évoquent en même temps un mot qui commence par cette lettre. Par exemple, le F est en forme de fusée, le B est en forme de botte. Voilà. C'est assez, pour les enfants, c'est assez ludique, donc c'est assez intéressant pour apprendre le nom des lettres en script et puis pour s'en servir en fait comme des lettres mobiles pour écrire. Peut-être que pour un enfant, justement, pour lui donner un petit peu l'impression que c'est un apprentissage utile, on peut essayer de travailler l'écriture de mots plutôt que la lecture. Si jamais il veut laisser un petit message secret, si jamais il veut lui-même être actif en fait en tant que scripteur. Alors évidemment, s'il a 5 ans et qu'il ne maîtrise pas forcément bien les crayons, on peut essayer les lettres bâtons, mais ça peut être aussi d'écrire des petits mots avec des lettres mobiles qu'il peut avoir et ça lui donnera peut-être l'impression de pouvoir se servir de la lecture pour faire quelque chose et pas simplement d'être dans une position de récepteur par rapport au texte écrit par d'autres. Mais à 5 ans, on peut, voilà, tant qu'il y a des livres, tant que l'enfant est intéressé, il n'y a pas d'urgence. On peut proposer régulièrement, voir comment l'enfant réagit et puis reproposer un peu ultérieurement. Alors, donc, je pense que j'ai répondu pour l'enfant de 4 ans. Hein. C'est un petit peu la même chose que celui de 5 ans. L'idée, c'est vraiment de montrer l'intérêt de la lecture pour nous tous dans notre environnement, ce que lui peut en faire lui-même. Si l'enfant n'est pas spécialement attiré par les formes écrites ou la lecture, on peut aussi travailler, c'est un peu une déformation, en tous les cas, essayer de pratiquer, travailler au sens de pratiquer des petits jeux à l'oral sur alors, c'est assez classique en maternelle, mais il y a plein de comptines enfantines qui sont construites là-dessus. C'était un exercice préalable à la lecture sur les mots qui commencent par tel ou tel son, les mots qui finissent par tel ou tel son. Ça peut être des choses qu'on fait quand on est dans une file d'attente ou dans plein d'endroits différents. Voilà, les mots dans lesquels on entend tel ou tel son. Tout ce qui permet en fait à l'enfant de considérer les mots du point de vue linguistique et pas forcément seulement par rapport au sens, c'est-à-dire de comprendre que c'est aussi un objet sonore d'une certaine manière, un mot, et que donc c'est l'étape qui permet de le prendre un peu à distance pour pouvoir le déchiffrer et l'écrire ensuite. Faire un petit peu tous les jours, comment mettre ça en place concrètement pour un enfant de 4-5 ans. Ça dépend comment ça s'insère dans votre routine quotidienne. Si c'est un enfant qui est en train de… Alors, je ne sais pas, par exemple, on peut avoir un abécédaire, un poster abécédaire dans un couloir ou voilà. Et
quand on passe devant pour aller de la chambre à la cuisine, de temps en temps, on peut prendre l'habitude avec l'enfant de s'arrêter, de lui montrer une lettre, de lui dire « Tiens, tu te rappelles, ça c'est le T, le D, on l'a vu. Et puis, et tiens, celle-là, est-ce que tu te souviens? Vas-y. » Ou alors c'est toi qui me montres une lettre et je dois te dire laquelle c'est. Voilà, c'est vraiment des petits moments comme ça. La question de chercher des mots qui riment, ça peut être fait dans une file d'attente ou quand on est dans les embouteillages ou quand on se promène. Bon, essayer voilà, on est dehors, on trouve une fleur ou un objet quelconque ou autre, on peut dire qu'est-ce qu'on entend comme son. Enfin, c'est vraiment en fait attirer l'attention de manière un peu incidente de l'enfant sur les sons qu'il peut entendre dans les mots qu'il connaît. Alors, lorsqu'on n'a pas de routine, je pense que ça peut. Alors, il y a quand même des choses qu'on fait probablement régulièrement. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être éventuellement quand on se met à table à un moment donné, voilà, pendant quelques jours, chaque personne de la famille a une lettre mobile à côté de son assiette et puis la dit. Enfin, ça peut être un peu artificiel, mais bon, il y a un certain nombre de choses qu'on peut apprendre de manière un peu artificielle. En fait, jusqu'à ce que l'enfant connaisse les lettres, c'est aux parents d'essayer d'y penser un petit peu et d'avoir ça dans son, voilà, dans son champ de réflexion par rapport aux activités faites avec les enfants. Alors, y a-t-il un consensus total dans le monde des sciences cognitives et de l'apprentissage de la lecture? Ou bien existe-t-il des études qui remettent en question certains aspects des résultats de M. Dehaene? De quand datent les travaux de M. Dehaene à peu près? Alors, je pense qu'en fait, le consensus, en tous les cas dans le monde de la recherche en sciences cognitives sur cette question, est ancien et existe depuis longtemps, depuis les années 80-70 aux États-Unis. Alors, le livre de Dehaene sur la lecture date de 2007. Donc les neurones de la lecture, il continue à travailler sur ce sujet, mais ce n'est pas du tout le seul à avoir travaillé sur cette question. En 2000, le National Reading Panel, qui était donc un rapport commandé par le Sénat américain à tous les chercheurs sur la lecture aux États-Unis, a fait en fait un comparatif de toutes les méthodes qui étaient utilisées pour voir lesquelles étaient les plus efficaces avec une approche de recherche en sciences de l'éducation avec des méta-analyses et ce genre de choses. Et ils étaient déjà arrivés à la conclusion qu'effectivement, ce qu'ils appellent les méthodes phoniques par rapport aux méthodes whole language, c'est-à-dire aux méthodes plus dites globales, où on apprend les mots en entier, étaient les plus efficaces. Il y a eu un article il y a 2 ans qui s'appelle « La fin des guerres de la lecture », puisqu'effectivement, il y avait des grandes oppositions qui sont plus idéologiques que scientifiques entre les tenants de différentes approches, l'avait aussi montré. Et ce qui était intéressant, c'est que cette étude anglaise venait à la suite d'un changement de la politique d'apprentissage de la lecture en Écosse, où il y avait eu vraiment une décision générale de faire utiliser des méthodes phoniques. Alors, c'est d'autant plus intéressant que, comme je le disais tout à l'heure, l'anglais est une langue plus irrégulière et on pourrait penser qu'on a plus besoin en anglais d'apprendre les mots de manière globale puisque la régularité entre les lettres et leur prononciation est beaucoup moindre qu'en français. Et même, en fait, avec l'anglais, il a été montré que les méthodes phoniques donnaient des bien meilleurs résultats. Et il y a eu d'ailleurs, si vous avez curiosité de regarder des méthodes, des comparaisons internationales entre les résultats des systèmes scolaires avec notamment PIRLS, donc qui est le PIRLS, qui est l'étude qui est faite sur la lecture, en fait, les Anglais et notamment les Écossais ont progressé par rapport aux autres pays. Donc, à ma connaissance, il y a un consensus dans la recherche en sciences cognitives sur l'apprentissage de la lecture, qui est qu'il faut apprendre de manière systématique, exhaustive et progressive les correspondances entre les lettres et les sons. L'absence de consensus, l'absence d'admettre en fait ces résultats est assez étonnante. De mon point de vue. Je pense que c'est peut-être pas forcément adapté à des pratiques de classe parce que ça demande... c'est plus adapté quelque part peut-être à mettre en place à la maison parce qu'on peut plus individualiser alors que les enseignants sont habitués à des pratiques de classe différentes avec l'idée de faire lire plus rapidement les enfants, mais en tous les cas, et malheureusement les résultats en France en ce qui concerne l'efficacité de l'apprentissage de la lecture en témoignent, c'est quand même probablement pas la méthode optimale qui est employée.
faut vraiment avoir conscience que l'apprentissage du langage oral et le fait d'acquérir du vocabulaire, par exemple, c'est aussi quelque chose qui facilite à terme l'apprentissage de la lecture parce que ça permet, comme je l'ai évoqué un petit peu rapidement au début, lorsqu'on se met à déchiffrer des mots, ça permet en fait de les reconnaître plus facilement puisqu'on les connaît déjà à l'oral. Je cite souvent cette anecdote d'un enfant qui était dans ce processus en fait et qui arrive dans un supermarché en donnant une étiquette, une petite étiquette qui est collée sur les fruits là et il demande mais qu'est-ce que c'est Peuche Jeanne en fait. Et le mot était, sur l'étiquette, il y avait collé pêche jaune, sauf qu'il n'y avait pas l'accent circonflexe sur le E, donc il ne connaissait pas le fait que ça pouvait faire pêche, donc c'était peuche, donc ça c'était bizarre. Et puis il y avait bien écrit J-A-U-N-E, mais comme il n'avait pas appris à ce moment-là le fait que A-U, ça fasse le son O, il avait zappé un peu le U, ce qui est complètement normal, hein. L'idée c'était d'essayer de déchiffrer. Et voilà, cet exemple, il est intéressant parce que ça veut dire qu'à partir du moment où les enfants commencent à comprendre comment on déchiffre, comment on arrive à combiner, en fait, ils essayent de le faire un peu partout. On parle souvent aussi des boîtes de céréales du petit déjeuner ou ce genre de choses. Enfin, en fait, ils se disent, tiens, mais ils essayent de voir si ça marche et ils le font à leur mesure. Et ce qui est aussi intéressant dans cet exemple de la pêche jaune, c'est que l'enfant, ayant été exposé uniquement à des mots en fait, qui avaient du sens, se rend compte par lui-même que oui, là ça veut peuche Jeanne, ça veut rien dire, je comprends pas ce que ça veut dire. Donc du coup, il doit y avoir quelque chose qui va pas et il vient demander en fait quelle est l'explication. Donc c'est un peu cette démarche d'autocorrection qui est mise en place quand l'enfant est habitué à lire des vrais mots et il se rend compte par lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, il va chercher une explication, une aide complémentaire. Voilà, les fiches de son. On a dit dans l'étape numéro 4, l'idée était d'apprendre à reconnaître donc ce qu'on appelle les graphèmes complexes. Donc l'idée des graphèmes en fait, c'est l'équivalent des sons, mais la manière dont ça s'écrit. La lettre, c'est P, le son, le phonème, c'est P, et le graphème, c'est la lettre P écrite. Et donc, en français, une des particularités, c'est tout cet ensemble de groupes de lettres qui font un son particulier qui n'est pas du tout anticipable. C'est quelque chose de conventionnel qu'il faut apprendre. Et donc, voilà, c'est cette histoire de la poule Pohul que je raconte aussi souvent. En fait, donc c'est un enfant qui a commencé à apprendre à lire, qui connaît le déchiffrage de mots réguliers comme tomate, cinéma, banane, où il y a consonne, voyelle, consonne, voyelle. C'est ce par quoi il faut commencer parce que c'est régulier et ça permet de lire déjà un certain nombre de mots. Et qui, du coup, pareil, commence à lire et dit « mais qu'est-ce que c'est Pohul » Parce qu'en fait, l'enfant, ayant compris la combinatoire sur des mots réguliers, l'IP et OPO, d'accord, U, bon, U, ok, et LE, le Pohul. Bon, simplement, effectivement, dans ce cas-là, il faut que l'enfant comprenne que OU, ça fait un son à lui tout seul et qu'il faut l'associer au P. Et là, on retombe dans la combinatoire de base, consonne, son un peu vocalique et LE, le consonne voyelle à nouveau. Et donc, en fait, les enfants doivent arriver à percevoir d'une manière visuelle, ce que ça ressorte en fait ces combinaisons qui sont pertinentes. Et pour ça, il y a un outil donc, qui est disponible sur le site internet. Vous pouvez en télécharger, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est très facile à inventer. Donc, et ça rejoint aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait pour faciliter justement la lecture des enfants pour qui c'est un peu lent, d'avoir un petit focus systématique mis sur certains graphèmes en fait pour qu'en ayant lu plusieurs fois dans le même contexte, ils commencent à les repérer plus facilement. Donc là, je vous ai mis donc, sur cette fiche de son le son OU, qui est un son intéressant pour commencer parce qu'il y a beaucoup de mots qui utilisent ce graphème. Et du coup, ça permet d'accroître en fait le potentiel de lecture des enfants une fois qu'ils connaissent ce graphème-là. Donc, on met sur une fiche comme ça, très simple. Là, je vous ai mis des images, mais c'est juste pour décorer parce que l'idée, ce n'est pas de proposer des images aux enfants puisque l'idée, c'est que le sens vienne vraiment uniquement des mots écrits. Et donc, on rassemble des mots avec le même graphème et on propose à l'enfant en fait, de l'entourer sans chercher au départ à déchiffrer les mots. L'idée, c'est qu'en fait, alors on va prendre un exemple plutôt comme louve, ça permet à l'enfant de retomber, de faciliter en fait, le travail de déchiffrage puisque le son
Alors, le V est un peu décalé, hein, il faudrait que ça n'entoure que le OU. L'enfant va retomber sur la combinaison qu'il connaît, consonne-voyelle. L et OU, d'accord, ça fait LOU, V et E, ça fait VE, et du coup, il arrive à redéchiffrer ce mot-là facilement. Voilà, c'est simplement favoriser en fait la prise d'informations pertinentes sur le plan visuel par rapport à ça, et ça permet d'intégrer plus facilement les sons, les graphèmes complexes au fur et à mesure. Alors, dans l'étude des graphèmes complexes, qui est assez… enfin, voilà, il est important de faire attention à l'ordre dans lequel on les présente. Par exemple, là, si on travaille sur le son OU, sur le graphème OU, c'est plutôt pas mal de ne pas faire après le graphème ON, notamment pour les questions de confusion des lettres, parce qu'on voit bien que si on retourne le U, ça fait un N, en tous les cas en écriture script, et pour les enfants pour lesquels le sens des lettres ou l'orientation des lettres n'est pas encore tout à fait fixée, ça peut susciter des confusions. Donc, l'idée, c'est d'étudier, par exemple, après le OU, plutôt le CH, qui est complètement différent, qui fait un son complètement différent, et de bien acquérir celui-là avant de passer à un autre qui peut ressembler soit par le son, soit par la forme des lettres. Alors, il y en a, donc il faut les lister, hein, on peut s'amuser à le faire, sinon on trouve des listes de graphèmes complexes et de mots qui vont avec. Et c'est ça aussi qui rallonge le temps d'apprentissage de la lecture en français par rapport à d'autres langues où on n'a pas ces combinaisons de lettres pour coder des phonèmes particuliers. Des chercheurs autres que Stanislas Dehaene pour ce sujet. Donc, il y a Franck Ramu, qui est aussi un psychologue. Après, il est vraiment dans la même mouvance que Stanislas Dehaene. Il y a un livre très intéressant de Maris Bianco, Apprentissage de la lecture et langage ou quelque chose comme ça. Donc, Maris Bianco va évidemment dans le même sens en ce qui concerne l'apprentissage du déchiffrage. Mais ces travaux sont vraiment très complémentaires parce qu'elle est focalisée sur la question de l'acquisition du sens, c'est-à-dire comment est-ce que le déchiffrage évoque le sens et comment se construit le sens dans le cerveau de l'enfant. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est un peu en simultané par rapport au déchiffrage, puisqu'on a dit qu'il fallait déchiffrer pour accéder au sens, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'elle cite beaucoup de travaux justement qui montrent l'importance de la maîtrise du langage, la façon dont le sens se construit dans le cerveau via la maîtrise du langage oral, via la maîtrise de la combinatoire, et aussi quelque chose qui m'avait frappé lors de la première lecture et qui m'avait ouvert beaucoup de perspectives était ce qu'elle explique sur le fait qu'on pense avec l'ensemble de notre cerveau en continu en fait, et que la construction du sens est aussi beaucoup fondée sur les expériences qu'on a pu avoir, les expériences de toute nature, que ce soit sensorielles, relationnelles, et que voilà, plus on a eu d'expériences et de préférences positives, mais quelles qu'elles soient, plus on peut comprendre les choses parce que plus on peut avoir de souvenirs qui sont évoqués sur ce sujet. Donc, c'est un peu ardu, Maris Bianco. Voilà, c'est pas un roman pour se détendre, mais c'est vraiment extrêmement intéressant en perspective et justement, je trouve ça très complémentaire à Stanislas Dehaene. Alors après, il y a d'autres chercheurs qui travaillent sur la lecture. Notamment, il y a un chercheur qui est très apprécié disons, dans le milieu enseignant, qui est Roland Guagou. Donc, je l'écris aussi. Après, bon, il y a une forme d'hostilité un peu étrange entre, par exemple, en tous les cas, médiatisée entre Roland Guagou et Stanislas Dehaene. Roland Guagou insiste beaucoup sur le fait que les enfants ont du mal savent déchiffrer, mais en fait, il faut travailler la compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui est débattu par d'autres chercheurs qui disent qu'en réalité, il n'existe pas de bons déchiffreurs qui ne comprennent pas bien. Ce n'est pas vraiment des bons déchiffreurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez automatisé et donc ça leur prend trop de temps et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en dehors de la question du manque de vocabulaire. Mais bon, je vous évoquais tout à l'heure l'article sur les guerres de la lecture. C'est vrai qu'il y a des positions qui sont peut-être un peu idéologiques pour certaines raisons, voilà, sur le fait que ce ne serait pas assez intéressant ou pas assez stimulant de passer par des approches qui sont de l'ordre du b.a.-ba, même si ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un côté un peu incontournable quand même par rapport à ça. On peut essayer de le rendre un peu moins fastidieux, mais voilà, un certain nombre d'apprentissages, on peut aussi faire le parallèle avec l'apprentissage
dans certains sports ou en musique, il y a des gammes qu'il faut faire qui sont un peu, voilà, parfois un peu répétitives, un peu d'entraînement, mais c'est ça qui permet après d'accéder à des étapes plus intéressantes. La question de Justine. En méthode Montessori, les graphèmes complexes sont appris un peu comme les lettres isolées. Cet apprentissage permet-il un développement différent? La couleur du graphème est différente. Oui, alors il y a différentes propositions en fait qui permettent de faciliter le travail de lecture. Effectivement, il y a des petits livres, je pense que c'est effectivement des séries qui se réclament un peu de Montessori, où on met les lettres muettes, par exemple, en gris, où on identifie en de couleurs différentes les graphèmes complexes. Alors, bon, à nouveau, on ne fait pas mal si on fait ça. Je ne suis pas tellement partisane à titre perso, mais j'ai des raisons, d'écrire les lettres de couleurs différentes pour les graphèmes complexes. Je préfère les entourer parce que l'idée, c'est de se rapprocher de ce que l'enfant va trouver dans la vie quotidienne normale, dans les livres normaux. Et dans les livres normaux, les graphèmes complexes sont écrits de la même couleur que les autres, ou les lettres muettes sont écrites de la même couleur. Alors, il peut y avoir des outils pédagogiques pour l'apprentissage, mais je trouve que c'est plus intéressant de proposer des fiches de son où c'est à l'enfant de faire le geste littéralement d'identifier les graphèmes complexes, voilà, et de bien voir que c'est quelque chose qui rajoute et c'est pas quelque chose qu'il va trouver de manière normale dans les livres normaux desquels l'apprentissage est censé les préparer en fait. Pour le message à emporter à la maison, comme on dit, ou à garder à la maison, les principes essentiels de cette approche, voilà. Avoir l'idée que les lettres, c'est vraiment des objets de l'environnement, que c'est normal d'en rencontrer, et évidemment, il ne s'agit pas d'insister de manière un peu stakhanoviste, mais de proposer, de mettre à disposition, sachant qu'il y a quand même un intérêt particulier culturel de l'écrit dans notre environnement, et de la même manière que des parents qui apprécient la musique vont avoir tendance naturellement à proposer à leurs enfants d'en écouter. Ça paraît intéressant de proposer régulièrement, sans insister si l'enfant ne manifeste pas spécialement d'intérêt, mais c'est un peu la même chose aussi parfois pour l'alimentation. On peut apprendre à aimer quelque chose en y étant exposé à plusieurs reprises. Intégrer l'idée qu'apprendre à lire prend du temps, donc c'est pas un phénomène instantané, même si on peut en avoir l'impression, nous, en tant qu'adultes. L'idée, alors, donc là, c'est peut-être pour les enfants qui vont à un moment donné aller à l'école, qui font la maternelle à la maison, mais étaler l'apprentissage, commencer relativement tôt, ça permet justement de respecter aussi le rythme des remaniements cognitifs et cérébraux naturels, en évitant la pression à un moment donné. C'est le cas en école à la maison quand on commence à avoir des contrôles de l'inspecteur pour le primaire. Si l'enfant est déjà engagé dans l'apprentissage, c'est rassurant, et quand l'enfant commence à savoir bien lire, on est plusieurs à avoir expérimenté que ça nous donnait plus d'assurance aussi par rapport aux inspecteurs. Et indépendamment de l'inspection, évidemment, en premier lieu, dans l'intérêt de l'enfant, c'est quand même un grand saut qualitatif en termes d'autonomie pour s'auto-instruire, de pouvoir avoir accès aux ressources écrites, que ce soit dans les livres, que ce soit sur Internet. Et puis, voilà, l'idée de s'entraîner un peu chaque jour dans des situations qui ont du sens, puisque la lecture est avant tout l'accès au sens. Donc, merci, bel après-midi et belle découverte de lecture avec vos enfants. Tu veux voir, Ambroise, ton dessin? Après le O et le I, après le O et le I, quelle lettre après Tu veux écrire quoi? Oli. Oli comme l'émission de France Inter? Oui. T'as oublié le L entre le O et le I. Ah d'accord. Le O. Après, tu peux me faire le L. Le L, c'est une barre verticale. Allez, fais la barre verticale. Et la barre horizontale, là. Là. Oui, et ensuite, alors, fais la dernière lettre. Bravo. C'est ton premier mot. Bravo. Félicitations, Ambroise. Attends,